نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي. Taout Mitkedid, Kalsoum revient. C'est le titre de ce spectacle de marionnettes qui se donne tous les premiers jeudis du mois, comme les concerts de la diva qui firent vibrer l'Égypte et tout le monde arabe pendant plus d'un demi-siècle. Et si Kalsoum avait réussi le tour de force de ne jamais disparaître? De son vivant déjà, elle était la cantatrice du peuple, la 4e pyramide ou l'astre de l'Orient. Chignon, foulard et lunettes noires, sa figure d'icône internationale ne cesse d'inspirer les peintres, les designers, les plasticiens, comme un personnage de dessin animé. On l'a comparée à Maria Callas, à Edith Piaf, mais elle était plus qu'une chanteuse. Elle a fait vivre tout un pays dans le climat de sa voix, elle a fait corps avec l'Égypte au point qu'elle en a été longtemps le miroir. Sur les ondes radiophoniques, elle a porté la voix de son pays, du golfe arabique jusqu'à l'océan Atlantique. Elle a incarné l'aspiration à la liberté des pays du Maghreb et du Moyen-Orient au moment de leur indépendance. Et en chantant debout et au milieu des hommes, elle est parvenue à personnifier l'émergence d'un féminisme arabe. De toutes les stars de la chanson ou de la musique, Kalsoum est l'une des plus secrètes. Très peu de confidences sur sa vie ou sur ce qui l'animait. À partir de ses mémoires radiophoniques pourtant, il est possible de lever un coin du voile sur sa personnalité que le rayonnement de son mythe a fini par occulter. Tout commence à Tamay al-Haïra, un village du delta du Nil, où elle voit le jour aux alentours de 1904. La première fois que mon père m'a demandé d'aller chanter avec lui, je lui ai dit non. J'allais vers mes 7 ans. Mon père était l'imam de la mosquée du village. Pour nous faire vivre, il donnait des récitals pendant les fêtes religieuses. Mon frère Khaled l'accompagnait et il voulait lui transmettre son art. En cachette, je retenais très rapidement les psalmodies qu'il lui apprenait et je les chantais en jouant avec ma poupée. Un jour, mon père m'a surprise et il s'est tu jusqu'à ce que je termine de chanter. C'est alors qu'il m'a proposé de les accompagner chez le chef du village. Et pour m'amadouer, il m'a dit qu'il me donnerait des sucreries et du flan à la fleur d'oranger. Je suis têtue mais gourmande et finalement j'ai accepté. Quand j'ai commencé à chanter, je ne comprenais rien, j'étais comme un phonographe ou un perroquet. On me disait de dire quelque chose et je le répétais. Je ne réalisais même pas que j'avais un don pour le chant. Mon père avait besoin de nous faire vivre et il m'a poussée. Les gens étaient contents parce que j'étais une petite fille courageuse et que je chantais. Je suis devenue la vedette de la famille. Et c'est tout. J'ai fait ces dessins parce que je suis fier de ma relation de parenté avec Kalsoum. Car Kalsoum est un modèle. C'est important pour moi, qui appartient à sa famille, que celui qui passe dans le village sache que c'est la maison de son père, cher Ibrahim. Nous avons été partout, dans les villages et les fermes. Des kilomètres à pied ou à dos d'âne. La première fois que j'ai pris le train, j'ai vu les arbres marcher. Je n'avais pas compris qu'ils reculaient. On commençait à chanter à 8 heures du soir et on continuait jusqu'au matin. Et souvent, il y avait des bagarres. On attendait que les gens se calment pour recommencer à chanter. Un jour, il n'y a pas eu de bagarre et nous avons vite épuisé notre répertoire. Il a donc fallu qu'on enrichisse notre programme pour pouvoir continuer à chanter jusqu'au lever du jour. Kalsoum n'est pas allée à l'école, mais au Koutab. Au Koutab, on apprend à lire et à réciter le Coran. Son père récitait le Coran, psalmodiait des textes religieux. Avec son père et son frère, elle avait tout un répertoire. À cette époque, il n'y avait rien de sentimental dans tout ce qu'elle chantait. Elle est arrivée au Caire avec sa voix façonnée par l'apprentissage et la récitation du Coran. Et elle a conquis la capitale de l'Égypte.
Son père avait peur pour elle car c'était encore une très jeune fille. Elle portait donc des vêtements de garçon comme son frère, pour cacher sa féminité et être protégée. Au Caire, elle a continué à s'habiller de cette façon, mais on s'est moqué d'elle. Au milieu des années 20, probablement vers 1926, elle a commencé à chanter avec un groupe. Alors elle a enlevé le bandeau et le manteau qu'elle portait et elle s'est habillée à l'occidentale. بيقال إن والدك كان معارض اشتغالك في الفن فترة. لا هو كان يعني مش عاوزني أظهر كبنت يعني فلبسني كان ولد. كان التقاليد في الوقت ده بتمنع إن البنت تغني؟ لا أبدا هو اللي كان عاوز كده. لكن التقاليد ما منعتش. Elle a compris que ce n'était pas possible de continuer ainsi. Si elle voulait devenir une star, il fallait être moderne. Plutôt que des chants religieux, il fallait chanter des chansons sentimentales. Mais elle n'a pas chanté des chansons frivoles qui étaient à la mode. Elle a bouleversé les codes par sa façon de chanter et son répertoire. Ce jour de septembre 1923, où Kalsoum arrive au Caire, c'est l'effervescence politique. L'onde de choc de la révolution de 1919 contre l'occupation britannique continue de se propager. Envoyé en exil à plusieurs reprises par les Anglais, le leader nationaliste Saad Zagloul a fini par obtenir la fin du protectorat en 1922. Indépendance en trompe-l'œil puisque les Anglais gardent le contrôle des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, et donc du canal de Suez, qu'ils surveillent comme le lait sur le feu. Les Français, eux, cherchent à faire fructifier leurs intérêts économiques en Égypte. Quand, avec la fin du protectorat, le sultan Fouad Ier, issu d'une dynastie ottomane, se proclame roi d'Égypte, le Caire est une ville cosmopolite où tous les arts, de la littérature à la musique, sont en pleine mutation. Kalsoum se produit encore sous un kiosque, dans les jardins de l'Azbakiya, mais elle ne tardera pas à trouver des salles de concert à sa mesure. Il y a quelque chose dans la voix Kalsoum qui en même temps est très puissant et a ce quelque chose qui fait vibrer, qui est fort, qui a une intensité qui vous touche tout de suite et qui vous impressionne aussi parce que techniquement elle est imbattable, elle est juste extraordinaire. Mais combiné à ça, et ce qui fait cette magie, c'est qu'il y a une fragilité permanente dans sa voix. On se dit que ça va se casser à un moment. Il va y avoir une cassure. On sent comme une hésitation, une fragilité dans l'intonation, dans une phrase, dans un phrasé. On se dit ça va tomber, et en fait ça tombe jamais. Si on considère son amplitude sonore extraordinaire, on prend conscience de sa capacité à chanter les différentes gammes et mélodies, comme celle-ci par exemple. Sa voix a une étendue horizontale et verticale inouïe. C'est magnifique. Elle représente le sommet du chant oriental. C'est un art du tarabiscotage avec des broderies, des ornements qui se rajoutent dans la chanson, comme le savoir-faire des miniaturistes et des enlumineurs, les petits détails travaillés, les arabesques. Dans la musique arabe, il y a cet art de l'ornementation dans le chant. Elle a chanté pour moi avant de me connaître, car à l'époque j'étudiais le persan et le français à Paris.
Elle avait choisi un morceau de ma poésie lyrique dans le répertoire de son premier maître, Feu le cheikh Abou Leila. Lorsque je suis rentré en Égypte, l'un de mes amis voulut me faire entendre ce poème chanté. Alors, nous nous sommes rencontrés et je lui ai demandé de chanter cette transposition de ce grand compositeur. Elle chanta d'une façon telle qu'elle me fascina au point que je faillis pleurer en l'écoutant. C'est Ahmad Rami qui va stimuler la métamorphose de la jeune femme. Sa personnalité, avide de savoir et son intelligence fulgurante le fascinent. Il lui apporte des poèmes, ils en discutent, il l'éduque, la nourrit, lui apprend le français. Il est amoureux d'elle et dans les chansons qu'il lui offre, il ne cesse de lui déclarer sa flamme. Elle s'empare de ses aveux déchirants avec un aplomb qui le désespère. Elle chantera 137 de ses poèmes, soit la moitié du répertoire Kalsoum, sans jamais répondre à ses avances. Jusque-là, il y avait une chanson savante avec une langue littéraire, ou bien une chanson populaire vulgaire, si vous voulez, avec des textes sans intérêt, dans un dialecte vulgaire. Et un peu leste parfois. Voilà. Et elle demande à son compositeur de lui inventer en quelque sorte une langue moyenne. Une langue, le dialecte, mais de qualité. Et donc les textes des chansons, il y aura une nouveauté là dans la qualité des textes. Et puis des musiques, parce qu'elle est accompagnée des meilleurs musiciens de l'époque qui lui apprennent à chanter. Celui qui a formé pour elle le premier tarte, ou ensemble musical, avec violon, oud, flûte, canon, tambourin, c'est le musicien Mohamed El-Kassabji. Il l'a accompagné en jouant du luth jusqu'à la fin de sa vie. Mohamed El-Kassabji, c'est un compositeur très important et novateur dans l'histoire de la musique arabe. Son père aussi était compositeur. C'est pour ça qu'il a composé d'une manière si extraordinaire. Il écoutait aussi des musiques issues d'autres cultures musicales, ce qui ne veut pas dire qu'il était influencé par ces autres types de musique, mais ça lui donnait des idées. Kalsoum, c'était ce genre de femme. Si tu ne tombes pas amoureux d'elle quand tu la rencontres, c'est comme si tu commettais un crime. Kassabji l'a aimée d'un amour dangereux. Il l'a aimée comme un fou. Il était perdu. À son époque, c'était le meilleur compositeur qu'on puisse imaginer. Et il a fini par être juste celui qui joue du luth derrière elle, comme s'il dormait. Nul ne sait qui de Mohamed El-Kassabji ou de Ahmad Rami est tombé en premier amoureux Kalsoum. Mais ses deux mentors, son compositeur comme son parolier, lui mangent à présent dans la main. Kalsoum apprend vite. Les musiciens ont d'abord repéré sa voix exceptionnelle. Peu après son installation définitive au Caire en 1926, l'élite intellectuelle l'a choisi pour en faire la 4e pyramide et représenter le renouveau de la scène musicale égyptienne. Mais c'est elle qui tire déjà toutes les ficelles de sa vie et de sa carrière devant un public savant et populaire. Elle était aimée parce qu'elle tenait à imposer une forme de respect. Ses relations se limitaient à un nombre défini d'amis. Elle ne rendait visite à personne et on ne la voyait pas beaucoup en public. Elle a mis cette barrière entre elle et les gens, de sorte que les gens la considèrent toujours avec respect. Elle essayait de montrer aux gens une image qui venait tout droit de la campagne,
Elle n'appartenait pas à la société caïrote. Elle ne faisait pas de concerts chez elle. Elle n'assistait pas à des fêtes. Kalsoum voulait donner d'elle une bonne image. Elle avait peur, elle était scrupuleuse, hantée en quelque sorte, inquiète. Elle avait une façon particulière d'aborder les choses, une intuition bien à elle. Par exemple, même si dans le plus beau poème, il y avait un mot avec lequel elle était mal à l'aise, elle ne le chantait pas. Elle devient très vite le chef d'orchestre de son petit orchestre, finalement, qui est autour d'elle, de ses musiciens. Elle commande des textes, elle revoit les textes, elle demande qu'on change un mot, elle revoit les musiques, elle demande qu'on change une note, qu'on la répète. Les répétitions durent toute la journée. Elle épuise ses musiciens et c'est comme ça qu'elle va détrôner les autres chanteuses à la mode des années 20. Les rivales Kalsoum s'appellent Fatia Ahmad et surtout Mounira El Mahdiya, la sultane de l'extase. Elles mènent des vies dissolues, boivent de l'alcool, collectionnent les amants, tandis que la guerre des cabarets fait rage. De la vie amoureuse Kalsoum, on ne sait rien, ou presque, et les rumeurs vont bon train. Tantôt croqueuse d'hommes, pas moins de 15 maris hypothétiques, ou bien de femmes, mais personne ne s'est avisé de les compter. S'éloigner des gens, ça crée chez l'auditeur quelque chose. Par exemple, si quelqu'un me voit un jour au cabaret et m'écoute le lendemain en train de chanter en l'honneur du prophète, comment va-t-il accepter ou comprendre ça? Une partie de notre art est d'avoir une bonne réputation pour les gens. Ça fait partie de notre art. Tu es mieux écouté quand tu n'apparais pas partout et n'importe comment. Il y avait régulièrement un compositeur ou un poète qui venait pour travailler avec elle, pour apprendre des chansons. Mais avec nous, elle était une personne normale qui vivait auprès de nous. Habituellement, durant la journée, elle répétait ses chansons à l'extérieur. Elle partait à 10 heures, elle revenait à 15 heures, et puis elle mangeait, se reposait jusqu'à 17 heures. Et après, elle recevait ses invités s'il y avait des gens qui venaient la voir. Ou alors, elle sortait pour se promener. C'était une vie tranquille. Je crois que c'était une personne banale, mais elle voulait toujours avoir une aura spéciale. Peut-être que ça l'aidait à travailler. Peut-être que c'est l'image qu'elle voulait afficher face aux gens. Elle a dû affronter une société d'hommes. Elle a été en contact avec le pouvoir, avec des ministres, et souvent elle n'était pas accompagnée par un époux, la plupart du temps en fait. Et c'était à elle d'aller vers les gens. Elle devait tenir en même temps le rôle d'un homme et celui d'une femme. Au début des années 30, la célébrité Kalsoum la propulse au-delà du Caire et des frontières de l'Égypte. La voilà à Bagdad, à Jérusalem, à Beyrouth, à Haïfa en Palestine. Elle offre la recette de son concert à la caisse contre l'occupation britannique et l'immigration juive. Si les Égyptiens attendent beaucoup du nouveau roi Farouk qui monte sur le trône en 1936, ils continuent à rêver d'indépendance pour l'Égypte. Le jeune monarque s'accommode vite des Anglais. Pour contrer les parlementaires nationalistes, il s'appuie sur la Société des Frères musulmans créée en 1928, qui souhaite renforcer la dimension religieuse islamique au sein du gouvernement. Quant à l'opposition, qu'elle soit laïque ou islamique, elle tire à boulet rouge sur les Britanniques qui lâchent encore du lest, mais gardent le contrôle du canal de Suez. Dans la vie culturelle, la bataille fait rage entre les intellectuels ouverts aux influences de l'Occident et les personnalités qui revendiquent un héritage musulman. Prudente,
Kalsoum reste à l'écart de cette querelle, ni rétrograde, ni assujetti aux modes européennes. Une nouvelle invention, la TSF, tombe à pic pour décupler la puissance de sa voix. La boîte qui chante et qui parle de tout, toute la journée, est considérée avec le plus grand sérieux par les autorités égyptiennes. Dès l'origine, elle est placée sous la coupe des services de renseignement. Ce studio où nous nous trouvons, c'est le plus ancien de la radio égyptienne. Et c'est celui où Kalsoum enregistrait toutes ses chansons. Assez souvent, elle était là avec son orchestre et elle passait directement à l'antenne depuis ce studio. De 1934 à 1960, il a été le lieu d'enregistrement de toutes les chansons Kalsoum. À l'époque, seuls ceux qui pouvaient se le permettre possédaient des radios. Et les familles se réunissaient pour écouter Kalsoum. La première partie et la deuxième partie du concert, l'ancienne chanson et la nouvelle. Et ces soirs-là, il n'y avait personne dans les rues. ودقت الساعات تصحي الليل Concernant le contrat Kalsoum avait signé avec la radio, elle avait une seule condition, être la mieux payée de tous les chanteurs. Elle était la chanteuse numéro 1, non seulement en Égypte, mais dans tout le Moyen-Orient. أنا بقول لك اللي ضايقني إن أنا لقيت استوديو كده وأربع حيطان ومذيع ونور أحمر وأخضر وبتاع وأنا مش متعودة على ده. أيوة طبعا. يعني ما كنتش اتعودت إن أنا أغني كده في حتة لوحدي كده وزي ما الواحد كده بينده لوحده أو بيتكلم لوحده يعني حاجة مش تمام. مفيش تجاوب. فدي اللي كانت المفاجأة اللي ما حبيتهاش وعلى طول ما كررتهاش ابديت رغبتي لهم ان احنا نعمل حفلات عشان يبقى فيها حياه وجمهور وتجاوب بين الفنان وبين الجمهور حاجه ثانيه. Kalsoum a pris le contrôle de la radio égyptienne, mais elle ne néglige pas pour autant le cinéma et les comédies musicales qui font du Caire la capitale culturelle du Moyen-Orient. Son premier film, Ouedad, inspiré d'un conte des Mille et une nuits, triomphe sur les écrans. 5 autres suivront. Toujours des personnages très proches de son rôle de chanteuse. C'est la fille du peuple, esclave, paysanne ou infirmière, qui parvient à déjouer les pesanteurs sociales. Son contrat comporte des conditions liées au respect des traditions orientales. Kalsoum veut bien admettre que les lèvres du héros s'approchent des siennes, mais exige que la prise soit coupée avant qu'elle ne se touche. أقول الحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البوابة طاي شوي 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 غني لي غني وخد عيناي. Au début des années 50, la tension est palpable à proximité du canal de Suez. La domination des Anglais au Moyen-Orient est sur le déclin.
Les Juifs, comme les Arabes, veulent tourner la page. Une première guerre les a opposés, en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël. Sous-estimant la résistance de leurs adversaires, les soldats égyptiens sont rentrés à la maison. Bientôt, des émeutes éclatent contre l'occupant britannique dans la zone du canal de Suez. Le 26 janvier 1952, le Caire est en état de guerre. Dans le quartier européen, des cafés, des cinémas, des hôtels, des cabarets partent en fumée. Les étrangers sont désignés à la vindicte de la rue. Le roi Farouk regarde flamber la capitale et instaure une dictature royale. Une poignée de militaires, les officiers libres, menés par Gamal Abdel Nasser, complotent dans les coulisses et préparent la deuxième révolution. Double objectif, pousser le monarque corrompu, noceur et libidineux vers la sortie et bouter les Anglais hors d'Égypte. C'est la première fois depuis les pharaons que des Égyptiens vont gouverner leur pays. Après la révolution de juillet, des rumeurs se sont répandues à propos de l'interdiction des chansons d'Oum Kalsoum à la radio, parce qu'elles représentaient l'Ancien Régime. On considérait que c'était la chanteuse qui avait le plus chanté pour le roi Farouk et sa famille. Quelques semaines après la Révolution, Oum Kalsoum est allée à la radio égyptienne, rue Chérifine, et elle a procédé elle-même à l'effacement de ses chansons. Elle a appelé la presse pour être photographiée en train de le faire. Oum Kalsoum faisait une sorte de show, non seulement un show pour les nouvelles autorités, mais également pour le peuple, montrant ainsi qu'elle était contre l'Ancien Régime. Dès le départ, elle a établi une relation avec Nasser. Docteur Hoda Abdel Nasser, sa fille, m'a dit « Moi, je croyais que Oum Kalsoum était quelqu'un de notre famille. » À l'époque, c'était une petite fille, et Oum Kalsoum était présente tout le temps. Et Nasser a pris sa défense. Au début, quand ils ont interdit ses chansons parce qu'elle avait chanté pour la royauté, Nasser a pris immédiatement position pour les remettre à l'antenne. Chacun a besoin de l'autre, chacun est fasciné par l'autre. Et Kalsoum, qu'on surnomme El Set, la dame, est en effet la première dame. Parce qu'en Égypte, la première dame sera inventée par Jihan Sadat après la mort de Nasser. L'épouse de Nasser est extrêmement discrète, on ne la voit jamais, elle n'existe pas. Le 26 octobre 1954, Gamal Abdel Nasser échappe à un attentat perpétué contre lui par les frères musulmans à Alexandrie. Il est déjà l'homme fort du régime. Nombre de pays sont sur le point d'accéder à l'indépendance et Nasser galvanise leur enthousiasme. L'une des premières décisions du Conseil révolutionnaire égyptien a été l'organisation d'une réforme agraire pour redistribuer les terres en faveur des paysans. Un système de parti unique, Union nationale, est instauré. Des purges sont pratiquées parmi les révolutionnaires galonnés. Le 23 juin 1956, on vote partout en Égypte. Une nouvelle constitution est approuvée par voie de référendum à 99,8%. Elle accorde notamment le droit de vote aux femmes et interdit toute discrimination sexuelle. Oum Kalsoum n'a pas attendu cette nouvelle législation pour prendre un mari officiel 3 ans auparavant, le docteur Afnaoui, son médecin particulier. Son contrat de mariage comporte une clause exceptionnelle appelée « le pouvoir de la dame », qui lui permet de prendre elle-même la décision de divorcer. Le 26 juillet 1956, sur fond de guerre froide, Nasser, lui, divorce avec les grandes puissances de l'Occident et nationalise le canal de Suez. Stupeur des Anglais et des Français qui, avec le concours d'Israël,
lance une opération militaire pour récupérer le canal, avant que les deux grands, Russes et Américains, ne les contraignent à battre en retraite. Je ne crois pas du tout qu'Kalsoum faisait des chansons patriotiques à l'époque de Nasser par crainte de son pouvoir. Kalsoum aimait beaucoup Nasser, elle avait de l'estime pour lui. Par sa nature et son éducation traditionnaliste, elle n'avait pas le tempérament d'une opposante. Ce n'était pas une personne pouvant appartenir à la gauche, par exemple. Par son éducation, Kalsoum est à la fois conservatrice et réservée. C'est toute l'habileté politique Kalsoum. Chanter et vivre le Coran lui permet d'exprimer des opinions qui, sans être subversives, vont dans le sens d'une modernisation du pays. Ainsi, peut-elle recommander aux femmes d'assister à ses concerts sans porter le voile. Dans les années 50, l'Égypte affiche un visage laïque. Les aspirations pan-arabes de Nasser continuent de verser les espoirs de changements radicaux au Moyen-Orient, avec la création d'une éphémère République arabe unie en 1958, qui rapproche l'Égypte de la Syrie et du Yémen. Mais dans la vie de tous les jours, le régime est autoritaire. Les médias se focalisent sur les arrestations des frères musulmans, peu de mots en revanche sur la façon dont sont réduits au silence les autres opposants. À commencer par tous ceux qui sont plus socialistes que Nasser. Parmi eux, Fouad Ahmed Ghem, qui à cause de ses critiques virulentes contre les présidents égyptiens et les chefs arabes, a passé près de 18 ans en prison. Dans son poème « Le chien Kalsoum », il montre combien la dame avait le bras long. À Zamalek, il y a des années, au bord de l'ancien Nil, dans un palais côté droit, qui appartient à une dame. Sa voix, les musulmans l'écoutent plus que l'appel à la prière. Même les Tatars et les Turkmènes et les Indiens les bannissent. Une dame qui a dépassé les hommes par son statut et le respect qu'elle impose. Célébrité, réputation d'une colline d'argent. C'est-à-dire extraordinaire. En un mot, elle a son mot à dire dans le gouvernement. Pour moi, ce poème reflète le point de vue de mon père par rapport à Kalsoum. C'était une façon de pointer du doigt la corruption du gouvernement. Il montrait ainsi comment Kalsoum utilisait son statut pour renforcer sa position et devenir influente. Elle a employé son talent pour servir les dirigeants et elle est arrivée à avoir une voix qui compte politiquement. C'est l'État qui de lui-même va vers les artistes pour obtenir leur soutien, pour que la rue égyptienne lui soit favorable. On ne peut même pas dire que c'est un État policier. Il est plutôt lié au service secret. Il veut écouter les conversations et les appels téléphoniques de tout le monde pour pénétrer dans la tête des gens. Il y parvient à travers les films, à travers les chansons. Et l'artiste n'est pas un boxeur. Alors il a peur tout simplement et il se dit « Pourquoi dire non ? Moi je suis artiste, je me concentre sur mon art et je ne veux pas entrer dans un combat qui n'est pas le mien. » Je peux vous assurer que plus j'avance en âge, plus je crains le public. J'ai peur de lui. À chaque fois que le rideau se lève, mes mains transpirent. Et voilà pourquoi je tiens un mouchoir à la main. À mes débuts, je n'avais pas peur du tout. Je n'avais pas conscience de ce qui pouvait se produire entre le public et moi. Alors de quoi allais-je avoir peur? Cette peur, c'est une façon de respecter le public. Une fois, je lui ai demandé « Madame, quand vous chantez, est-ce que vous voyez toute la salle ?» Et en réponse, Kalsoum m'a dit que si quelqu'un se trouve dans la salle de Ksar el-Nil ou celle d'Azbakiya, si quelqu'un est assis de cette façon-là et qu'elle sent qu'il commence à s'ennuyer, elle chantera seulement 3 fois un couplet alors qu'elle devait le répéter 4 fois. Pour elle, si quelqu'un change de position sur sa chaise,
Ça montre qu'il commence à être impatient. Même si tu es installé d'une façon inconfortable et que tu es content de ce que tu es en train d'écouter, tu ne changeras pas ta manière d'être assis. L'extase de l'art et de la conscience peut te faire oublier la douleur et te fait oublier la douleur physique. Elle chante 3 chansons et entre chacune, il y a une demi-heure de repos. Si on compte la demi-heure de pause, elle restait 5 heures sur scène. Cela nécessite un effort artistique, mais aussi physique. Il faut être en bonne santé et avoir une résistance physique pour rester aussi longtemps sur scène. Pour chanter d'une façon maîtrisée, tout en dominant le public. Ces chansons sont longues parce que le public lui demande à chaque fois de répéter des passages. Quand le public demandait à Kalsoum d'en répéter un, elle ne le rechantait jamais comme la première fois. لا الحقيقة إن أنا لما بسمع الملحن أنا ما ببقاش أم كلثوم. أنا ببقى إنسان عادي بيسمع. اللي يهزني هو ده اللي أنا أوافق عليه. اللي يهزك كطرب كحاجة يعني أولاً أنا أحب قوي تلحين المعاني قبل كل حاجة. يمكن حتى تتقال بنغمة يعني بسيطة بس بتدي المعنى بتاع الكلام أنا أحب كده. Il y a une technique de l'improvisation arabe, il y a une technique de l'expression de ce qu'on appelle le tarab. Certains vous parleront de forme stylistique, d'autres vous parleront d'expressivité, de manière d'exprimer les choses, d'autres vous parleront de nirvana et de plaisir et de sentiments extatiques, de plaisir, etc. Pour moi, c'est un peu tout ça combiné. C'est ça le tarab. Et c'est une tradition. C'est une tradition, une manière, un langage qui a en même temps une forme de nostalgie et en même temps beaucoup d'espoir dans la manière de l'exprimer. Quand on parle du blues dans la musique en général, il y a du blues dans la musique, c'est en fait du tarab. Et d'ailleurs, le lien qu'il y a entre le blues et la musique arabe est évident. C'est l'Afrique, évidemment. Et cette blue note, ce qu'on appelle la blue note, cette note qui fait vibrer le cœur et qui donne ce sentiment nostalgique pour celui qui improvise en blues ou en jazz, c'est un quart de ton. Et ce quart de ton est complètement lié à la manière avec laquelle on crée le tarab dans la musique arabe. Pourquoi on utilise le terme tarab alors que d'autres utilisent le mot chant? Le chant, c'est une interprétation juste. Mais le tarab, c'est le chant qui rend les auditeurs heureux, qui procure des émotions, voire l'extase. Chez elle, il y avait un magnétophone à bande et on le lui préparait avant chaque concert. Dès le début de la première chanson, on enregistrait la totalité de la soirée. Et quand elle rentrait chez elle, elle allait dans sa chambre à coucher, éteignait les lumières, se changeait et s'asseyait dans un fauteuil pour écouter sa performance. Parfois, quand elle était contente d'elle-même, elle disait « Oh mon amour, comme tu es belle !» Et quand elle n'aimait pas, « La peste soit de toi !» Elle se critiquait elle-même. يعني مش مسألة إن الناس تنفعل وأبقى مبسوطة. لا، لما أحس أنا إن أنا أكون مبسوطة بالحاجة اللي أنا بقولها يبقى شعور كويس. يعني في ليالي مثلا الناس بتبقى يعني مبسوطة وأنا مش مبسوطة. وده لا يخضع لصحة ولا لمرض ولا لفرح ولا لحزن ولا حاجة، يعني ملوش. هي حالة فنية. ملوش يعني ما تقدرش توصف يعني الواحد واكل كويس أو نايم كويس يبقى يغني كويس، لا. من الزمان وآتي
Elle a improvisé à l'intérieur de la mélodie de très belles choses. On ne peut pas faire comme elle, on n'y arrive pas. C'est difficile avec le piano. Il n'y a pas le quart de ton. Le plus important pour elle, c'était que les instruments soient bien accordés. Toujours. Chaque fois, elle faisait jouer les musiciens. Je la suivais, elle donnait le ton, et on allait de violon en violon, par exemple, etc. Même si elle a envie que ton solo aille dans un certain sens, elle ne va pas te dire « ceci ne me plaît pas ». Elle va te dire « fais-moi écouter ». Elle écoute, et puis elle dit « que dirais-tu si on le faisait de telle manière ?» Elle te pousse à reconnaître qu'en fait tu es d'accord avec elle. Elle ne t'impose rien, elle ne donne pas d'ordre. Il faisait des répétitions jusqu'à ce qu'il retienne la composition d'une façon parfaite. Et ils n'avaient plus besoin de regarder les notes. Toute leur attention était captée par la manière d'améliorer leur interprétation. Tout est là, dans le fait que le musicien vive et ressente la composition plus qu'il ne la lit. Il vit la mélodie, comme si tu apprenais par cœur un poème et que tu laissais ensuite le papier de côté. Quand Kalsoum enregistra Enta Omri, Tu es ma vie, en 1965, elle ignorait que cette chanson serait toujours numéro 1 sur les ondes arabes, plus d'un demi-siècle plus tard. La puissance de l'émetteur de la radio, rebaptisé La Voix des Arabes, a été augmentée, et plus une seule oreille, de Bagdad à Marrakech, ne peut manquer de l'écouter. Paradoxe, dans un monde dominé par les hommes justement adorent une déesse qui les a tous à ses pieds et qu'aucun d'eux ne pourra posséder. Quelques voix s'élèvent pourtant pour considérer qu'elle endort le peuple avec des chansons toujours assez semblables et qui n'en finissent pas. Avec la guerre des 6 jours qui l'oppose à Israël, l'Égypte tombe de haut. C'est la Naksa, la défaite. Les hommes sont littéralement désarmés, déconfits. Le 9 juin 1967, Gamal Abdel Nasser reconnaît la défaite et annonce sa démission. Partout en Égypte et dans tout le monde arabe, des foules se rassemblent pour le faire revenir sur sa décision. Il décide alors de rester au pouvoir. Kalsoum se porte à son secours et monte en première ligne. L'arme secrète de Nasser, comme la qualifie Time Magazine, somme toutes les femmes d'Égypte de donner leurs bijoux pour réarmer le pays. Et elle entame une tournée au Moyen-Orient, au Maghreb, à Paris, dont tous les bénéfices devraient permettre à l'armée égyptienne de sortir la tête hors de l'eau. Après la défaite, je voulais sortir de moi-même. Je voulais sortir de cette tragédie. J'ai décidé de chanter en tout lieu pour mobiliser le cœur et la foi, et dire partout que nous avons seulement perdu la première bataille, et que si nous devons gagner la suivante, nous devons nous unir et échanger. Les Égyptiens ont peur pour elle. Ses amis tentent de la dissuader de se produire à Paris. N'écoutant que son courage, Kalsoum passe à l'ouest. Qu'est-ce qui fait le secret de cette extraordinaire réussite? ما هو السر فنك الخاص؟ فن الخاص؟ نعم. ما بقول لك إن أنا بحبه. سره هو حبي له. Kalsoum me dit, je n'ai pas de secret, mon seul secret, c'est que j'aime mon art. 2 concerts à guichet fermé à l'Olympia à Paris.
les 2 seuls donnés en Occident, et qui durent jusqu'à 3 heures du matin. On n'a jamais vu ni entendu ça. Les Arabes de la diaspora, venus en grand nombre, y côtoient des émirs et des rois. En chantant sur la scène de l'Olympia, elle va conjurer le sort et atténuer la douleur de la défaite survenue quelques mois auparavant. Ce n'est plus que les ruines d'un palais imaginaire. Quand elle va chanter cette fameuse chanson Al-Atlal, les ruines, ce sont les ruines d'un amour. Mais très vite, on va l'associer aux ruines de la guerre des 6 jours. Les Israéliens ont infligé au monde arabe une défaite cuisante. Et ça sera associé à cette défaite, si vous voulez. Les deux. Alors elle incarne à la fois des frustrations même sexuelles des Arabes, si vous voulez. C'est toujours cet amour qui n'aboutit pas, ou cet amoureux transi, où il y a toujours ça. Il y a les espoirs, et puis elle incarne aussi l'identité. On est arabe, on écoute Kalsoum, on comprend Kalsoum parce qu'on est arabe. Tunisie, Libye, Maroc, Jordanie, Soudan, Koweït, Irak, partout, lors de sa tournée triomphale, on l'accueille comme un chef d'État. Personne ne s'aperçoit que sa voix a changé depuis la défaite, qu'elle est devenue plus grave, plus hermaphrodite encore. Le public en extase l'écoute chanter l'amour sans savoir très bien à qui cet amour s'adresse. Si c'est à un homme, si c'est à une femme, si c'est à l'Égypte, ou si c'est Dieu en personne qu'elle appelle. La petite paysanne partie de rien a rendu possible ce sortilège. L'amour des gens pour Kalsoum était quelque chose de très important, à tel point qu'elle a amené l'homme de la rue à chanter ses poèmes. En réalité, elle a joué un rôle majeur dans la diffusion et la connaissance de la poésie arabe, mais aussi de la langue arabe elle-même. Parce qu'elle interprète d'une façon perfectionniste et juste, un modèle inégalé dans cet art. Kalsoum restera cette femme qui s'est imposée par son talent. C'était une paysanne, pauvre, qui a reçu très peu d'éducation. Des gens disaient qu'elle n'était pas belle. Moi, je la trouve très belle. Elle a un visage égyptien, mais elle n'est pas devenue un objet sexuel. Elle a défié tout cela. Elle a défié la pauvreté. Elle a défié le regard masculin. Elle a transcendé les classes sociales. Et elle s'est servie de sa voix pour cela. D'un point de vue féministe, elle est bien sûr un modèle qui inspire beaucoup, c'est évident. Le 20 novembre 1970 tombe une nouvelle funèbre. Gamal Abdel Nasser est mort. Crise cardiaque à 53 ans. Kalsoum annule les concerts qu'elle devait donner en Union soviétique et rentre aussitôt au Caire. Marée de douleur, 5 millions de personnes envahissent les rues pour suivre le cercueil du Raïs, du chef. Et si Kalsoum avait rendu possible en chantant cette unité des peuples arabes que Nasser a échoué à faire naître, et si sa seule voix les rassemblait encore aujourd'hui, par-delà les combats fratricides et les guerres, et bien plus que les dirigeants politiques ne parviennent à le faire? À quoi bon chanter maintenant? Kalsoum est fatiguée, vieille, lasse, désabusée, toujours inquiète. Un dernier concert le 4 janvier 1973. Et quand elle meurt le 4 février 1975, la foule qui se bousculait derrière le cercueil de Nasser se presse à présent derrière le sien, comme si on les pleurait en même temps et que leurs deux vies n'en faisaient plus qu'une. Tous ont à l'esprit une de ces chansons qui ont fait la bande-son de l'Égypte et du monde arabe pendant plus de 50 ans et qui continuent aujourd'hui encore à trotter dans toutes les têtes. الميكروفون ده حاجة خطيرة
انا بغني لازم اغني بس في الميكروفون، بتكلم لازم اتكلم في الميكروفون. لنفرض ان واحد مسك الميكروفون وقال كلمه بايخه على الهوا، يبقى ايه؟ يعني ما صحش ابدا ان اللي جاي يغني ده انه يتكلم.